Alors, nous y voilà, la série américaine post-apocalyptique The Last of Us créée par Neil Druckmann et Craig Mazin est aujourd'hui en pleine diffusion. Au passage, il est toujours bon de rappeler qu'en dehors de Chernobyl, Craig Mazin n'a fait que scénariser des suites nulles de films comme Very Bad Trip 2 et 3 et n'a à son actif que le film Super Hero Movie en tant que réalisateur. Bon oui ok j'avoue, c'est un chef-d'œuvre incompris. De grands pouvoirs impliquent... De grandes responsabilités ? Je comptais m'en tenir aux putes, mais si tu tiens à rester puceau jusqu'à la fin de ta vie, fais comme tu veux. Mes couilles. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis aussi longtemps, vous devez sûrement vous souvenir que cette série a été diffusée pour la première fois le 15 janvier 2023 sur HBO, et aujourd'hui, tout est accessible via la plateforme de streaming Max. Adapté du jeu vidéo PS3 du même nom de 2013 et développé par Naughty Dog, ce live action a déchaîné les passions dans, selon moi, le trop bon sens du terme. Et en préparant mon dossier pour cette vidéo, je me suis repris un bain de mauvaise foi en pleine figure tellement que j'avais oublié à quel point les critiques en faisaient des caisses. Je veux bien qu'on passe un bon moment sur cette série, mais ce serait quand même sympa de parler de, vous savez, des défauts. Juste une fois de temps en temps, hein, je dis ça comme ça. Hein. Parce qu'au cas où vous l'auriez zappé, j'ai déjà sorti récemment une vidéo entière sur ce sujet. C'est pourquoi je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit dans ces 40 minutes de démontage pour vous expliquer par A plus B à quel point le jeu d'origine démantèle cette première saison sur le moindre aspect. Certaines personnes de mauvaise foi appellent ça 40 minutes de chipotage. Ça commence à faire cher le chipotage, non? Bref, je vous mets le lien en annotation, n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder cette review du premier épisode de la saison 2 qui s'annonce, ma foi, intéressant à analyser. Et pour le reste, n'oubliez pas mon bouton d'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time, très content des retours positifs concernant cette fameuse vidéo de 40 minutes. J'avoue, je m'attendais pas à ça, je pensais pas qu'il y aurait autant de gens d'accord avec moi, et ça fait plaisir. En revanche, il y a pas mal de choses que je ne vous ai pas dit, parce qu'on sortait du sujet principal. Mais il est selon moi bon de rappeler que la première saison a remporté plusieurs prix, dont 8 Primetime Emmy Awards sur 24 nominations, dont un lauréat à Storm Reid et une nomination pour Bella Ramsey. Je veux dire, ça va le piston là? On vous dérange pas trop, j'espère, hein? Storm Reid, mais quel giga blague. Je me demande vraiment si la série aurait eu ne serait-ce qu'une récompense si elle n'avait pas eu l'audience espérée. En tout cas, The Last of Us a été regardé par 4,7 millions de spectateurs le premier jour, autrement dit la deuxième plus grosse audience pour HBO depuis 2010, pour continuer sur près de 40 millions en 2 mois. Et ça s'est poursuivi jusqu'en mai, en attirant en moyenne près de 32 millions de spectateurs par épisode. Et de ce qu'on voit pour la suite, la seconde saison est composée de 7 épisodes, ce qui fait bien moins que la première, mais ça peut s'expliquer par rapport au fait que les créateurs ont pris la décision apparemment de couper The Last of Us en 2, voire même en 3 parties c'est possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une 3e saison a déjà été commandée. Pour l'heure, la saison 2 est programmée du 14 avril au 26 mai 2025 en France. Donc nous avons des tas de choses à dire. Mais avant ça, n'oubliez pas mon dernier podcast en date, Le wokisme est un complot extraterrestre, un podcast où je lis en présence de Jeanne la lettre d'un néo-nazizi. Bref, tous les liens se trouvent en description et en commentaire épinglé. Maintenant, voyons si Bella Ramsey est capable de me faire verser des larmes. Nous nous retrouvons 5 ans après les événements de la première saison. De l'eau a coulé sous les ponts et Ellie et Joel sont visiblement en froid pour une raison inconnue. Pendant ce temps, Abby et son équipe ne sont pas très contents de ce qui s'est passé chez les Lucioles et comptent bien remettre les pendules à l'heure. Un premier épisode d'1 heure et je suis très surpris de voir qu'ils ne sont pas tombés dans le marketing habituel en nous proposant un épisode d'1h15 voire même carrément 1h30 tant qu'on y est. Non, là ils sont restés sobres, 1 heure, pas plus, c'est très bien. Et putain la vache! Mais alors la vache! Qu'est-ce qu'on se fait chier! Je déconne, calmez-vous. Je me mets vraiment à la place des gens qui n'ont pas joué au jeu. Mettons-nous 2 secondes à la place de ces gens-là. Est-ce que ça, en guise d'introduction, c'est bien? Est-ce que ça, c'est palpitant? Genre direct d'intro, t'as ceux qui restent des Lucioles avec Abby, ils se disent « Bon allez, on va chercher Joël, parce qu'on n'est pas très content de ce qui s'est passé. » Et ça, c'est l'introduction? Je sais pas, j'ai l'impression que cette série a vraiment beaucoup de mal à créer des intros palpitantes. Chose que savait très bien faire le jeu vidéo The Last of Us 2. L'intro était magnifique, poétique. Voilà, t'as la phase de la guitare, tu joues Joël, tu sors prendre l'air avec ton cheval,
tu vois la montagne que c'est beau. Là, ça commence direct sur un gros prout, d'autant plus que cette introduction va briser un élément phare du jeu d'origine, mais on en reparle dans un instant. Et toujours pour rester là-dessus, lorsque je vois l'équipe d'Abby alignée, à quel moment on se croit dans un univers post-apo ? Vraiment. On dirait que tous les personnages sortent de chez Uniqlo et s'apprêtent à poser pour un magazine. Ah oui, d'ailleurs, dites bonjour à Miss Intergalactique de Rétic Prophète, alias la chouchou de Neil Druckmann, qui ici a des cheveux, donc comme quoi même avec des cheveux ça passe pas. Non mais plus sérieusement, ce que je veux dire c'est que pour avoir des cheveux comme ça, il faut aller chez le coiffeur, enfin un coiffeur spécialisé. Il me semble que The Last of Us, c'est pas un univers cartoonesque. Pareil, je sais pas, c'est ce mec, il a une barbe impeccable, enfin tout est beau, propre, enfin, vraiment ça m'énerve. Et je remarque que cette saison s'apprête visiblement à faire un parallèle entre l'immigration chez nous et les survivants réfugiés. Parce qu'en gros, on est en train de faire culpabiliser Joel du fait qu'il ne veut pas recueillir de nouveaux réfugiés dans la ville, parce qu'ils ont juste pas de place en fait. Parce que oui, c'est une série qui dénonce et dit les termes. Toujours sur le lancement de la série, on voit Ellie faire de la lutte, et je trouve ça marrant parce que j'ai senti qu'ils ont voulu créer un effet de mise en scène pour nous faire croire qu'Ellie était un danger, mais l'environnement n'est tellement pas menaçant que j'ai tout de suite compris qu'elle était juste en train de s'entraîner. Nous voyons également Joel suivre une thérapie avec une psychiatre, oui, vous avez bien entendu, qui, si vous voulez mon avis, sert de prétexte pour que les personnages puissent dire verbalement ce qu'ils pensent, paraissent scénaristiques. Et ça va d'ailleurs faire partie des trucs que je trouve vraiment en trop. Déjà que selon moi, le jeu d'origine propose trop de séquences inutiles pour rallonger la durée de vie. Ici, ça ne va clairement pas aller en s'arrangeant. Car pour l'instant, je ne trouve pas cette phase avec ces psys hyper utile, mais passons. Et puis même encore une fois, moi je me dis mais comment c'est possible qu'il y ait de l'alcool comme ça en quasi-abondance? C'est-à-dire que là on a la psy qui est presque alcoolique et ça coïncide avec tout un tas de questions que je me posais déjà dans le jeu. Genre comment font-ils pour changer les ampoules? Les ampoules c'est illimité normalement. Il faut avoir quand même vachement d'ampoules à perdre pour créer des décorations comme ça. Et encore, dans le jeu, c'était exceptionnel. C'est vraiment pour cette fête en particulier. Comment font-ils pour cuisiner des tartes pâtissières? Parce que oui, dans la première saison, on voit des putains de tartes pâtissières. Tout ça, ça demande des ingrédients précis, du matériel précis, via des usines, et tout un tas de ressources qui ont forcément dû s'épuiser en 25 ans. En tout cas, si le monde s'est réellement éteint à ce point. Parce que là, on voit qu'ils en sont encore au stade où ils ont du mal à recréer un monde, avec les infectés qui les entourent encore, plus les bandits. Normalement, pour que tout ceci soit possible, il faut qu'il y ait des collaborations entre différentes villes, ce qui n'est apparemment pas le cas. Si tu veux créer des tartes pâtissières, il faut collaborer en fait, il faut renouveler la farine, je sais pas, plein de trucs comme ça. Bref, le jeu ne se posait pas vraiment ce genre de questions. Et encore, je trouve qu'ils étaient quand même assez minutieux sur pas mal de détails. Mais là, dans cette série, là où ils auraient dû au contraire mettre les bouchées doubles, ils ont l'air de s'en taper complètement. Et comme vous avez pu le remarquer dès le premier épisode, nous voyons pour la première fois Abby, jouée ici par une certaine Caitlin Dever. Vraiment, je pense que j'aurais aimé faire cette série. Enfin, en tout cas, j'aurais aimé m'occuper du montage. Parce qu'il y a tellement mieux à faire. C'est incroyable. Enfin, je pense que les gens qui sont pas habitués à regarder des séries, ou même des films, ne se rendent pas compte à quel point on aurait pu faire tellement mieux. Pourquoi tu montes ça en fait? Enfin, pourquoi tu me dévoiles Abby dès l'introduction? Je pense que ça aurait été intéressant de dévoiler Abby dans l'épisode 2 ou à la fin de l'épisode 1 lorsqu'on la voit apparaître. Ça aurait été génial ça. Mais vraiment, pourquoi ils ne le font pas? Enfin, il y a plein d'idées qu'ils ne font pas, c'est bizarre. Et je suis presque en train de me demander s'il n'y a pas des instructions, des obligations par Sony qui veulent absolument qu'il y ait du fanservice à tel moment. Enfin, je sais pas, c'est dommage. Mais surtout, et là je pense que tout le monde m'attend là-dessus, l'actrice, on a vraiment, le fantasme de Neil Druckmann versus la réalité. Alors c'est la réalité qui fait mal. Et évidemment qu'une femme musclée comme ça n'existe pas, à moins de prendre des produits de pompe, ce que l'actrice a évidemment dû refuser, faut pas déconner. J'en avais déjà parlé dans la vidéo consacrée à The Last of Us 2, une femme musclée au naturel, c'est extrêmement beau. Ça ne fait au contraire que renforcer ses atouts féminins, alors que là, Abby, c'est vraiment un homme avec une tête de femme. Enfin, je suis désolé, mais c'est vraiment ça. Selon l'un des créateurs, donc Neil Druckmann ou Craig Mazin, je cite, « La série étant moins violente que les jeux, nous n'avons pas senti le besoin de rendre Abby aussi musclée. » Non, pas si vite. Vous vous êtes juste rendu compte que trouver une actrice de talent avec un corps comme ça n'existe pas. Ou du moins, c'est trop compliqué à chercher. Et vu que depuis la première saison, le casting s'en fout complètement des ressemblances par rapport au jeu, évidemment qu'ils ne se sont pas fait chier à prendre une actrice musclée pour jouer Abby. Mais surtout, ce qui n'est pas cohérent par rapport à cette affirmation, c'est que Ellie non plus n'avait pas besoin d'être très musclée pour liquider 150 000 mecs. Donc c'était de base pas nécessaire de rendre Abby musclée dans le jeu d'origine. Quoique. Parce que dès ces premières images de saison 2, lorsque j'ai vu le physique de cette nouvelle Abby, c'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point la musculature d'Abby dans le jeu avait son importance. Ça avait son importance narrativement parlant. Certes, ça n'avait aucun sens dans le lore, mais en termes de mise en scène, franchement,
putain la vache, qu'est-ce qu'elle était imposante, qu'est-ce qu'elle était menaçante, elle était grande, puissante. Et d'ailleurs, je vais vous faire une faveur, mais ce n'était absolument pas déplaisant de jouer Abby, parce que tu ressentais vraiment ce sentiment de puissance lorsque tu éclatais la tronche des ennemis, des claqueurs, tout ça, avec des barres de fer. Ne me dites pas que cette série va me faire aimer The Last of Us 2, ce serait une première. Pareil, pour rester sur les acteurs, je crois qu'il m'a fallu une bonne minute pour me rendre compte que cette meuf là, que je vous montre à l'écran, bien en fait c'est Maria. Parce qu'en plus de ne pas ressembler à celle du jeu, elle ne ressemble même pas à celle de la première saison. Ou alors c'est moi, je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'elle a pris 10 kilos, enfin je l'ai reconnue avec son piercing et ses cheveux rasés sur le côté. Et c'est là que je me suis dit, mais ça va en fait, l'univers il est pépouze. Genre on peut être alcoolique, on peut changer les ampoules, on peut manger à volonté. Des tartes pâtissières. Alors à moins qu'elle soit encore enceinte, enfin chose qui n'a jamais existé ni dans le premier jeu ni dans le second, j'ai pas le souvenir en tout cas. Mais l'actrice a 46 ans, enfin là on n'y croit plus du tout. Joël quant à lui a l'air d'avoir pris 10 ans dans la tronche. En vrai c'est bien fait mais c'est un peu trop je trouve, parce que normalement il y a juste 5 ans qui séparent la première et la seconde saison. Là putain la vache, je trouve qu'il fait vraiment fatigué. Nous avons Isabella Merced qui joue le rôle de Dina. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Dina. Moi c'est un personnage que j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup Dina. C'est un personnage très controversé par rapport à son physique. Vous savez, on s'est beaucoup moqué du modèle qu'ils ont utilisé parce qu'elle a un nez un peu particulier, alors que oui aussi le fait que on lui retirait des seins par rapport à son modèle. Moi, je peux comprendre ça parce que au début c'est pareil, je faisais partie des gens qui ont critiqué ça, mais c'est un univers post-apo qui, si vous voulez, un peu réaliste à la base. Le jeu est clairement plus réaliste que la série. Et ce personnage Dina, je trouve qu'elle avait un air très humain. C'était vraiment, je sais pas, c'est justement parce qu'elle avait un nez particulier qu'elle était vraiment très humaine, très différente des autres. C'est typiquement le genre de fille que tu pourrais trouver dans un monde normal finalement. Donc chose qui est censée représenter le jeu vidéo d'origine. Et là ils ont pris littéralement une Instagrammeuse, une mannequin. Elle est jolie, c'est pas la question, mais c'est dommage. Et elle a joué dans Alien Romulus, souvenez-vous. Et Alien Romulus, c'était connu justement pour ses acteurs. J'avais justement reproché le fait qu'on avait des Instagrammeurs en guise d'acteurs. Et là, c'est vraiment ça. L'actrice était choisie parce qu'elle est connue et c'est dommage. Et concernant Bella Ramsey, comment ne pas la mentionner? Pourquoi? Mais vraiment, pourquoi tout le monde parle d'Ad Romanoff comme ressemblance, alors que c'est évident qu'on parle de Guenièvre de Kaamelott. Vous êtes vraiment un emmerdeur! Autrement, eh bien... I got bit, everybody! Hey. I got bit! Hey! Hey, hey! I'm immune! Whoa, hey! Woo! Jesus. Oui, je sais, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes. Évidemment que ça ne marche pas, d'autant qu'Ellie est censée incarner un personnage très réservée, très calme, discrète, et qui va vraiment commencer à révéler une fureur sauvage dans la suite. Sauf que cette actrice a vraiment un visage très fermé, elle a ce que les Américains appellent le baby face. On dirait vraiment un bébé, je trouve qu'elle ressemble à Titi. Oh, la revoir à son ménage! Non mais même au-delà de son physique, je parle vraiment du jeu d'actrice, ça marche pas. Elle est pas du tout investie, elle ne comprend pas ce qu'elle joue, même dans ses mimiques, dans sa façon de bouger, dans sa façon de parler, juste regardez, ne serait-ce que sa façon de caresser son cheval. C'est pas bizarre, tu sens qu'elle s'en bat les couilles, qu'elle n'est pas du tout investie, qu'elle s'en fout de son rôle. Je vois qu'en ce moment tout le monde pense à Cailee Spaeny qui aura dû interpréter le personnage d'Ellie, en tout cas sa version adulte pour la saison 2, mais en même temps vous me direz que n'importe quelle actrice aurait fait mieux. Après, de là à remplacer Bella Ramsey, ça aurait été compliqué parce que l'écart de temps n'est pas non plus stratosphérique, on parle de 5 ans d'écart. Normalement le visage, certes, il passe de l'âge adulte, donc l'adolescence à l'âge adulte, il n'y a pas de problème, mais normalement on la reconnaît, entre le premier jeu et le second, on voit qu'il n'y a pas eu trop de changements, hormis le fait qu'elle soit devenue adulte. Mais oui, effectivement, cette actrice aurait été très bien, hélas. En tout cas, sur la forme de ce que j'ai vu, la bande-annonce vend pas mal de rêves. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'action, donc j'ai hâte de voir ça. Dans ce premier épisode, on a carrément une scène de claqueurs, avec, disons-le, une ambiance franchement pas dégueulasse. L'environnement en intérieur est trop bien fait. Après, de un, je trouve ça un peu dommage d'avoir tourné ça à l'humour, parce que voilà, c'est plus vraiment pris au sérieux. J'ai le souvenir que les scènes d'action dans le jeu étaient très sérieuses. Là, je sais pas, il y a beaucoup de légèreté. De deux, au niveau de la mise en scène, on est vraiment sur le niveau 1 du film d'horreur, avec les mêmes petits clichés de réal, le fait qu'elle se retourne, qu'elle tire, qu'il n'y a rien, qu'en fait non, c'est à côté. Waouh! C'est vraiment le niveau 1, mais c'est toujours mieux que la saison 1 qui n'avait rien. Vraiment, la saison 1, il n'y avait rien. Donc oui, effectivement, c'est mieux. En dehors de la scène des claqueurs dans l'épisode 2, il n'y avait rien. Vraiment, c'est chaud. Et dans cette même scène, on retrouve un clin d'œil qui tâche avec le jet de la bouteille de verre. Moi, je me demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que les scénaristes, les créateurs avaient en tête s'ils ne retiraient pas cette scène.
pourquoi c'est si important de mettre ce genre de clin d'œil. Vraiment, c'est bon. Après, c'est pas grave parce que ça sert à la scène, la mise en scène, donc y a pas de problème. Mais moi, vraiment, je me demande à quoi ça sert de mettre des clins d'œil comme ça. C'est parce qu'après, pareil, on voit Ellie s'accrocher au dos d'un claqueur pour le suriner. On voit encore un copier-coller de la scène de danse avec exactement les mêmes dialogues, mais en un peu moins bien joué, si je peux me permettre. Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Maybe they're jealous of you. D'ailleurs, comme certains ont pu le remarquer, le méchant homophobe n'a pas été corrigé par l'époque moderne. Quelle coïncidence. Bon après, si vous voulez mon avis, je préfère la scène du jeu. Déjà parce qu'elle n'en faisait pas des tonnes. Mais surtout parce que s'il y avait une chose que j'appréciais beaucoup dans l'original, c'était le montage. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, celui-ci mélangeait les timelines, de façon à ne pas tout de suite comprendre ce qui se passe. Quand on démarre le jeu, on croise ce fameux homophobe qui vient s'excuser pour son comportement. Il nous offre un sandwich pour la route. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé encore. On ne sait pas pourquoi il vient s'excuser. Et c'est après ça, bien plus tard, que je découvre la fameuse scène de danse en flashback où tu comprends ce qui s'est réellement passé. Enfin, tout ça, il me semble qu'on le voit carrément à la fin. Donc là, la série vient de nous spoiler en pleine figure un énorme truc qui avait son importance pour plus tard, celui de remarquer au fur et à mesure de l'aventure qu'Ellie et Joel sont en fait en froid, et on ne sait pas pourquoi. Et plus on se rapproche de la fin, plus ça devient évident qu'Ellie et Joel sont en froid, alors que l'introduction restait assez discrète, assez neutre. Et en fait, le jeu fait ça pour que tu puisses être brouillé, pour que tu ne puisses pas savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'Ellie est en colère contre Joel par rapport à ce qui s'est passé à la fin de la première saison ou pas? Et je pense que tout ça est dû au fait que la série ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce que la série s'adresse aux fans ou est-ce que la série s'adresse à un nouveau public? Si tu veux t'adresser à un nouveau public, eh bien, fais comme le jeu. Ou alors sinon, fais un truc complètement différent. Mais n'essaie pas de faire un entre-deux bizarre comme ça. Je pourrais également reprocher ça à l'introduction de la série, comme je vous expliquais rapidement au début de ma vidéo, qui nous spoil en pleine gueule le fait qu'Abby recherche Joel. Enfin, pas n'importe lequel, le Joel de la série. Alors qu'à la base, dans le jeu, lorsqu'on joue Abby et qu'on rencontre Joel pour la première fois, on ne comprend pas encore ce qui se passe. C'est vraiment lorsqu'on est dans la fameuse pièce fermée, que je ne vous spoilerai pas, en tout cas pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, qu'on se dit « Ok, d'accord, Abby, c'est elle ». Ici, ils ont choisi un format extrêmement simple, extrêmement linéaire, et je trouve ça pas normal. On est sur une série, pas un film. Le but d'une série, c'est le temps. C'est le fait d'avoir plus de temps de développer les choses. D'autant plus lorsqu'on sait que le jeu vidéo de base, The Last of Us 2, a été apparemment divisé en 2, voire en 3, pour la série. Et sur le reste, autant j'ai cassé les couilles sur la gestion de budget de la première saison, autant là, ils ne se sont clairement pas foutus de notre gueule sur les décors. Jackson est trop, mais alors trop bien fait. Mais en dehors de ça, j'ai toujours des petits problèmes, vous savez, pour l'étalonnage. On se croirait dans une série, finalement, tout à fait normale. Je reviens rapidement sur cette scène de danse. Vous savez qui on voit? On voit le compositeur de musique qui a fait la musique des jeux et de la série. Gustavo Santaolalla. Un petit caméo amusant. Après, la musique en elle-même, c'est la même que celle du jeu, donc pour l'instant, je n'ai pas plus de choses à dire sur ça par rapport à la première saison. Et il en est de même sur le générique qui n'a pas l'air si différent que ça par rapport à l'original. Bon, en tout cas, mine de rien, il ne s'est pas passé grand chose, non? On est loin de l'introduction de la saison 2 de House of the Dragon, qui, souvenez-vous, se termine sur un cliffhanger ultra choc. Ici, j'ai trouvé ce cliffhanger tout pourri, et à aucun moment, ça me donne envie de regarder la suite. Par contre, c'est très fidèle. Si on excède de la volonté d'avoir transformé la timeline du jeu d'origine en quelque chose de beaucoup plus classique, eh bien l'histoire reste globalement la même et c'est le principal, enfin j'espère. Donc voilà, évidemment c'était mon avis, je sais que la très grande majorité ne seront pas d'accord, considéré pour beaucoup comme une masterclass intersidérable. Il me semble que ce premier épisode a plus de 9 sur 10 sur IMDb. Bref, heureusement que j'ai mon public pour protéger ma forteresse, mais là, les gens ne sont pas contents. Peut-être que je ferai une vidéo sur l'épisode 2, en tout cas si je survis à ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'épisode 2, on verra bien. Mais surtout, dites-moi si vous avez un avis sur ce premier épisode de saison 2. Bref, on va se laisser ici. N'oubliez pas encore une fois les liens dont Patreon en description et en commentaire épinglé, avec mon dernier podcast, Le Wokisme est un complot extraterrestre. Sur ce, je vous dis alors ciao, et à la prochaine.